tourner la mémoire en mode AFK. Il est bien, Cacahuète. Il y a un bouton, il y a marqué tout regarder dessus. Il y a environ 10 ans, quelques scientifiques ont commencé à étudier Le les effets de troisième la like. consommation de ce carburant, particulièrement dans les régions littorales. Et ils ont découvert que 60 ce fuel abonnés, le résiduel le avait une bougre. très forte teneur en soufre, en particules, et que sa combustion générait environ 3000 à 3500 ppm de soufre. C'est ainsi qu'on calcule, en partie par million, ppm. À titre de comparaison, une voiture dans l'Union européenne, selon la loi, doit émettre moins de 15 ppm de soufre. Alors ils ont commencé à faire des comparaisons entre les voitures et ces bateaux. Et ces calculs révèlent qu'un bateau émet la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus grands navires polluent à eux seuls, plus que toutes les voitures de la planète. Et ce n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année. Eh ben, c'est une belle courbe, hein. Poussière de soufre dans l'atmosphère. Ces particules fines sont produites à une taille telle et dans une Eh ben ouais, quantité ils ont si coulé élevée tous les bateaux à voile. qu'elles pénètrent facilement dans nos poumons. Non seulement nous pouvons les inhaler facilement, mais elles peuvent aussi pénétrer profondément dans nos poumons et s'y déposer. Alors que le secteur automobile est en permanence pointé du doigt en matière de pollution, le transport maritime échappe à la critique et brûle le carburant le plus sale. Ah ouais, faire de lisse et tout. La raison pour laquelle ce sont que les juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai, Dieu a divisé l'humanité en deux grandes catégories, hein, les juifs et les antisémites. Quand on s'attaque en France à un juif, il faut bien comprendre que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. Vous avez vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandante. Le gars, tu sais, en plus, il n'avait rien dit. Le gars, tu sais, je crois quand même en Palestine, des fois, on ne sait pas tellement. Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles. Le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non, non, non. Combien ça coûte? Antisémite, pas raciste, antisémite, hein, donc c'est encore plus grave. L'affaire Guerlain, c'est encore plus grave. Les péripéties de la vieille bourgeoisie française. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, À propos des nègres, Maïmoïde écrit dans son guide des égarés, leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image et la ressemblance de l'homme. Voilà, c'est ce que dit. Voilà. Selon Maïmonide, qui est le grand maître du talmudisme, les Noirs ne sont pas des hommes. Hein, au sens, voilà. Je vous rappelle que M. Attali nous a expliqué que seuls les Juifs étaient des hommes. Ouais, antisémite ou raciste, hein, ça se ressemble malheureusement. Enfin, c'est Demain, donc, plus grave d'une certaine manière. Julie, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait quoi? Je te parle de ma grand-mère. Tu me sors le livre de la jungle. Balou, il est pas content, Balou. Non, là, je fais allusion. L'enfant C'est pour être une heureux. télévision française, très belle, je répète, mais dont
je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Eh bien, voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. J'aimerais bien savoir si on disait, un catholique français disait demain dans les médias, je ne peux pas concevoir d'épouser un non-catholique, comment ça serait interprété par le droit de, comment dirais-je, l'antiracisme institutionnel? Il disait, on est le peuple élu, disait. C'est quoi, quand le peuple élu, le vivant, on n'a pas voté, nous, c'est quoi votre truc, là? Et nous, on est quoi, alors de la merde? Non, mais c'est vrai. Voilà, selon Maïmonide, toute femme non juive est considérée comme non purifiée de ces monstrues, esclave païenne et prostituée. Cela ne veut pas dire que les rapports sexuels entre un juif et une goye sont permis, bien au contraire, mais la punition principale est infligée à la goya, ce qui veut dire qu'en cas de viol d'un juif sur une non-juive, c'est la violée qui est responsable. C'est écrit, je ne plaisante pas, c'est écrit, c'est la loi du Talmud. Ce qui veut dire que ça éclaire quand même certains sujets actuellement. C'est-à-dire que selon la loi de M. Strauss-Kahn, il n'a commis aucune faute. On parle quand même du patron du FMI. Cet homme est sous stress, il vit sous la pression. Patron du FMI, je ne te parle pas, moi, d'un épicier arabe de Bobigny, les gars. On est ailleurs, les gars. Faut réaliser. Et puis, il fait quand même partie du peuple élu, parce que la personne n'en parle. Et quand même, il y a un respect à avoir, qu'on doit tous avoir, le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, le mec. Je veux savoir ce qu'il ne faut pas oublier. Mais que les juifs ont souffert, putain de merde! Ils ont souffert, les juifs, merde! Les juifs, ils ont souffert autant que les autres. Mais arrêtez, païens! Mais c'est vrai. C'est la souffrance des souffrances, Jackie. Comment ça? Celle qui ne se compare pas. C'est-à-dire? C'est tout en haut, Jackie. Tu montes pendant un mois. Bon. T'es sur un mont de charge, tu montes. Merde alors. Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on ne sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça du premier coup d'œil un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Il est évident que cette définition d'antisémitisme s'est transformée. C'est-à-dire que c'est passé de génocideur hitlérien, antisémite, à quelqu'un qui ne se soumet pas au racialisme du judaïsme talmudo-sioniste. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, un antisémite, selon nos maîtres, c'est simplement un antiraciste conséquent qui refuse de se soumettre au racisme du judaïsme talmudo-sioniste. Voilà. Thierry Messant, vous êtes né en 1957 à Talence, près de Bordeaux, où votre père a longtemps été l'un des conseillers de Chaban-Delmas à la mairie. Votre mère dirigeait les œuvres interdiocésaines de la région Aquitaine. Ça pour montrer que vous êtes un mec respectable. Hein. Et vous avez fait Sciences Po, ensuite vous avez fait un peu de politique au PRG, ensuite vous avez été militant du réseau Voltaire. Le réseau Voltaire, c'est une association de défense de la liberté d'expression qui part du principe que si on veut que ça soit la démocratie, il faut que les citoyens soient informés. Absolument. Absolument. Alors, lorsque vous faites venir à votre antenne des personnages que je considère personnellement comme des canailles antisémites, et je pense à Thierry Messant que vous avez invité là, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus dans votre rôle d'animateur. Alors, je sais que vous ne serez pas d'accord. Je sais que vous ne serez pas d'accord, et c'est un sujet très important. Les hypothèses qui ont été émises par Thierry Messant ont reçu un retentissement extraordinaire. Il n'empêche que ce sont des mensonges profonds. Il n'empêche que ce sont des mensonges profonds, mais que le spectateur, l'auditeur, n'a pas les moyens techniques et n'a pas la capacité rationnelle d'analyser de cette façon. Et de ce point de
De ce point de vue, laissez-moi, je termine et ensuite je vous laisse répondre. Je crois qu'il faut être, il faut prendre la responsabilité des conséquences que peuvent avoir de telles assertions. Monsieur Prasquier, non, mais pour que les gens comprennent, j'ai reçu Thierry Messant, vous savez, vous vous rappelez, Thierry Messant, il nie une partie de ce qui s'est passé le 11 septembre. Il y a une majorité aujourd'hui des citoyens de 17 pays, il y a un sondage qui a été fait, qui pensent encore que ce ne sont pas, ce n'est pas Al-Qaïda qui a fait les attentats, mais que ce sont les Américains, Israël, ce que vous voulez. Me contredire serait une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivi, et vous le savez pour cela. J'accepte vos excuses. Hein. Voilà, plus bas. Rampez sur le sol. Voilà. Fondé aussi sur les déclarations des dirigeants civils et militaires américains, données à la presse internationale, donc parfaitement vérifiables. Absolument. Tous les éléments sur lesquels je me suis appuyé sont vérifiables par n'importe qui. Bonjour. Oh ben voilà, j'avais promis que je commencerai à faire des vidéos, donc voilà ma première. Donc je vous demanderai un peu d'indulgence quand même. Soyez pas trop dur avec moi. Pour ma première, c'est voilà. Donc voilà, première vidéo quoi. Pour prôner la non-religion quoi. En fait, on va délivrer le message de Nam quoi. Hein. Puis en fait, oui, parce qu'il a pas tort quoi. Au final, quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est la vie? C'est travailler, galérer, payer, ou bien c'est rêver, être heureux, profiter, enfin je sais pas. À vous de voir quoi. Mais bon. Moi je pense que l'argent, c'est ça qui est en train de tuer tout quoi. C'est en train de tuer même les familles entre elles quoi. Parce que au final quand on regarde bien, la plupart du temps, les embrouilles de famille, les ceci et cela, c'est toujours autour de l'argent. La guerre, c'est autour de l'argent. La famine, c'est autour de l'argent. Là, les SDF qui vont mourir de froid cet hiver, c'est autour de l'argent. Parce que oui, hein, voilà, une petite parenthèse. Les migrants qui vont mourir de froid cet hiver, là, et de faim, on va faire quoi pour eux? On va encore les laisser crever quoi. Hein. Dans un pays comme la France, pays des droits de l'homme. Hein. Maintenant c'est devenu le pays des doigts de l'homme. Hein. L'homme il nous met les doigts dans, il nous met des doigts quoi. Voilà. Hein. Ben, voilà quoi. Donc fallait débuter, donc j'avais dit que je commencerais des vidéos un peu moins sympathiques que la première. C'est sûr que montrer de la neige, c'est bien, mais voilà. Donc je fais pas des grosses vidéos parce que mon téléphone il me permet pas, je sais pas ce qu'il y a, j'y connais rien, je suis pas très doué dans le téléphone, donc je verrai, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus longues après. Donc, voilà quoi. Déjà, je vais essayer de voir si ça passe. Un grand merci à la franchise, un grand merci à Kitoff, un grand merci à monsieur Eric Perrou. Non, mais lui je le remercie pas, je le remercie tous les jours. Il sait ce que je pense de lui de toute façon. David Lefrançois, super bonhomme. Anastasia qui fait un bon petit taf. Itaz aussi qui a changé de registre. C'est sympa, ça me plaît bien. Donc, merci aussi à toi. Qui j'oublie, merci à tous quoi. Merci à tous ceux qui font des vidéos pour éveiller un petit peu les gens quoi. Merci à vous. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à bientôt.
top l'ancien. Po. C'est un très beau vol plané, réception assise. Ah, il nous a fait un montage ralenti, mort de rire. Il est taquin, Cacahuète, hein. Oh, le choco. Po, 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 po. T'as vu les 3 belles images de la rotation des jambes. Ah, il a même le making of l'état de la voiture après. Et grosse moto ça. La suspension télescopique, ça tient sa chasse. Une vieille Honda de merde, quoi. Il a fait 20 mètres. Ça pique. Tu m'étonnes qu'il boite un peu. Oh. Aïe aïe aïe. Le montage. Il est trop fort. Big up Cacahuète. Michel Rivasi se bat activement pour la création de zones blanches libérées des rayonnements électromagnétiques. En Suisse, il n'y en a pas, à l'exception de ce petit immeuble proche de Zurich. Ici, vivent une vingtaine de personnes hypersensibles aux ondes, aux produits chimiques et autres polluants de l'environnement. Un bâtiment né d'une longue lutte menée par Christian Schifferle. Cette maison, pour moi, c'est une forme de reconnaissance de l'électrosensibilité et de la sensibilité aux produits chimiques. C'est une grande victoire, parce que c'est le premier projet. Cet immeuble est unique en Europe. Géré par une coopérative, il répond à toutes les exigences permettant une vie presque normale aux hypersensibles. Dans notre maison, nous avons pris soin d'utiliser le plus possible de matériaux de construction biologiques et sains. La maison est protégée comme sous un bouclier contre les rayonnements électromagnétiques. Comme beaucoup d'hypersensibles aux ondes, Christian Schifferle l'est également aux produits chimiques et doit souvent se protéger à l'intérieur pour éviter de respirer les parfums ou odeurs de lessive de ses visiteurs. Mais question rayonnement, il se sent en sécurité. Ici, on peut voir qu'il n'y a aucun rayonnement. Nous avons des règles très strictes. Ce n'est pas permis d'allumer le téléphone mobile, on n'a pas de Wi-Fi, tout est câblé. Pour les téléphones, nous n'avons que des téléphones fixes et pas d'émetteurs dans notre maison. On voit que ça fonctionne dans cette maison. Et même si les sensibilités sont très variables d'une personne à l'autre, on a trouvé une solution. Et nous aimerions réaliser d'autres projets. Ce serait super. Le bâti conventionnel, par contre, est perméable aux champs électromagnétiques. Nos logements sont truffés d'appareils dont le rayonnement traverse les murs. Alors, certains veulent savoir à quoi s'en tenir. Pierre Dubochet rend visite à la famille Breda pour faire le point sur l'intensité de leur exposition. Analyseur en main, l'ingénieur mesure les champs de basse fréquence émis par les appareils électriques et ceux de haute fréquence du téléphone et du Wi-Fi. Premier test avec le four micro-ondes.
Là, ça veut dire qu'on a beaucoup de fuites. Donc les micro-ondes ne restent pas dans la cage, elles sortent. Alors on ne les sent pas forcément, mais elles sont présentes à un niveau qui est assez élevé. Vous voyez ici, on entend très bien, il y a un niveau d'onde qui est encore assez élevé pour le four à micro-ondes. Je dirais que des personnes très sensibles pourraient être incommodées par cet appareil à 20 ou 30 mètres de distance. À côté, vous avez un téléphone DECT, un téléphone sans fil. Pour l'instant, je vois qu'il est sur la base. Et je vais vous demander de lever le combiné. Alors, je descends le volume. Là, je vous invite aussi, dans la mesure où vous n'employez pas le téléphone, de le poser sur le socle. Parce que si vous le laissez, par exemple, le soir, ici sur la table, et que vous avez votre chambre à coucher qui est assez proche, autour de votre lit, il y aura le rayonnement du téléphone DECT. Mais ce qui veut dire que quand je téléphone, je m'en prends plein la tête avec ce téléphone-là. L'appareil émet au moment où vous téléphonez, comme avec un smartphone ou comme d'autres appareils. Ça, c'est la technologie qui veut ça. Vient le tour de la petite enceinte Bluetooth. C'est choquant. Et celui de la cuisinière à induction qui émet des basses fréquences. Cuisinière. Il y a deux solutions pour limiter ça. La première, c'est cuisiner de préférence sur les plaques du fond, si on n'a pas besoin de 3 ou 4 feux. Et puis une autre, c'est de prendre l'habitude d'être un peu plus loin. Alors même si vous ne sentez rien, même s'il n'y a pas d'effet, ce qu'on a appris avec les rayonnements électromagnétiques, c'est qu'ils sont cumulatifs. Ça veut dire que toute votre vie, vous recevez ce rayonnement, jour après jour, et que plus vous avez reçu du rayonnement, plus le risque augmente. Votre corps a une sorte d'effet mémoire et votre biologie se fatigue à compenser ces interférences. Et peut-être quand vous avez 60 ou 70 ans, vous avez des effets sur le système nerveux qui sont très difficiles à maîtriser ou à atténuer par la médecine. Et gardez leur qualité de vie. Je suis assez impressionnée, je dois dire, surtout par le micro-ondes. Alors, je l'utilise très très peu, donc ça me rassure quand même un minimum. Maintenant, le téléphone, c'est celui que je sentais, enfin, que je sens quand je téléphone, et je suis très mal à l'aise avec ce téléphone-là. J'ai toujours eu avant des téléphones avec fil, et puis maintenant on n'en trouve plus tellement, en fait, à part des trucs un peu ringards. Mais je crois que je vais y repasser, et puis par contre, les plaques à induction, j'aurais de la peine à m'en passer, à vrai dire. Puis mon iPad, encore plus. Donc voilà, je crois que je vais faire des choix. Il y a des choses que je vais garder, puis il y en a d'autres que je vais éliminer à coup sûr. Autre conseil de l'ingénieur, éteindre le Wi-Fi pour la nuit et mettre les portables sur mode avion lorsqu'on dort à côté. Déconnecté, il fonctionne très bien comme réveil matin. Ces mesures de précaution, Sostenberger ne les a pas appliquées jusqu'en 2011, année où il est devenu intolérant aux champs électromagnétiques. Depuis, cet ingénieur en mécanique a dû apprendre à s'adapter. Il a investi plusieurs dizaines de milliers de francs pour se protéger. Blindage des fenêtres, peinture isolante au carbone sur les murs, isolation du circuit électrique, tout pour se mettre à l'abri des rayonnements. Sa maison est devenue saine, comme un îlot au milieu d'un monde ressenti comme toujours plus hostile. Il n'y a plus de ciné, il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de musée, il n'y a plus... Mais nos filles, quand elles donnent des représentations théâtrales ou dans le cadre scolaire, en gros, j'en suis exclu de facto, ce qui est assez pénible aussi. Socialement parlant, mon rôle de paternel est bien réduit. Bon, alors ce qu'on s'est dit, c'est si on ne peut plus aller dans le monde, c'est le monde qui va venir à nous, donc on essaie de faire des invitations, ou alors si il y a quelque chose en externe, toujours dire bon ben on devrait éteindre notre wifi, ou il faudra désactiver les téléphones, ou est-ce qu'on pourrait pas plutôt se faire la promenade là, on sait qu'il n'y a pas d'antenne, voilà, mais moi qui adorais promener, maintenant c'est un peu raté quoi, soit je vais tout seul, moi j'y vais pas. Donc c'est toujours le choix, est-ce que je laisse mon mari tout seul à la maison comme un chien, ou on fait des choses en famille. Donc si on veut faire des choses en famille, c'est ici.
valable sur le long terme. Comme indépendant, et ça dit bien ce que ça veut dire, comme indépendant, vous avez 0 revenu. C'est du coup vous qui faites bouillir à la marmite, si je puis dire. Oui. Je suis à temps partiel et puis on vit à 4 sur mon temps partiel. Oui. Donc c'est vrai que c'est une charge pesante sur mes épaules. De leur côté, Lynn et Marie-Lou ont appris à limiter leur exposition suite aux problèmes de leur père. Je pense que ça va être assez difficile pour lui justement. Et aussi difficile pour nous du coup, parce qu'il y a des sortes d'échos. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et puis c'est ça qui est vraiment grave, dans le sens que tout d'un coup quelqu'un qui va très bien peut aller mal et ça nous prend par surprise quoi. Être hypersensible dans un monde connecté en plein développement, c'est se résigner à vivre comme un marginal. Du dégoût à la moquerie, en passant par l'intérêt, il y a un peu toutes les réactions, suivant les prédispositions des gens, suivant le contexte, suivant dans la rue si je croise quelqu'un, enfin c'est plutôt le dégoût, la méfiance aussi. Il y a une forme peut-être parfois de compassion, dire j'ai cru entendre des gens qui diraient moi si ça m'arrive, moi je me fous le tour. Donc voilà un peu toute la panoplie des comportements humains par rapport à ce qui était une bizarrerie il y a 5 ans, ce qu'il est de moins en moins malheureusement aujourd'hui. À l'aube de l'avènement de la 5G, qui nécessitera des capacités de transmission plus puissantes encore, les mises en garde de la communauté scientifique se font toujours plus précises. Certains jugeront peut-être cette prudence excessive, mais il devient toujours plus difficile Il est électrosensible, il utilise un appareil qui émet les fréquences. Quel prix serons-nous prêts à payer pour mesurer l'arnaque. Dernièrement, plusieurs jugements ont été rendus en faveur de personnes souffrant du mal des ondes. À Toulouse, un tribunal octroie une rente d'invalidité à une femme reconnue électro-hypersensible. À Grenoble, tu peux choper une rente avec ça? Connecté nouvelle génération au domicile d'une personne également électro-hypersensible. Et à Brescia, en Italie, la Cour de cassation exige le versement d'une rente d'invalidité à Innocente Marcolini, un cadre d'entreprise qui contracte une tumeur suite à un usage intensif du téléphone cellulaire. Je devais parler avec les États-Unis, la Chine, Hong Kong, à des horaires déterminés, et je devais faire des tractations avec les banques, par exemple avec les instituts financiers au téléphone, et tout cela durait beaucoup de temps. Et donc, comme j'écris avec la main droite, j'ai utilisé l'oreille gauche. Avec la main gauche, je tenais le téléphone ou le sans-fil pour pouvoir écrire avec la main droite et prendre des notes. Souvent, les téléphones duraient 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Donc, quand je raccrochais, j'avais vraiment l'oreille et le visage qui étaient rouges et je transpirais. Innocente Marcolini passait 6 heures par jour au téléphone. Il développe un neurinome acoustique au niveau de l'oreille gauche. Il s'agit d'une tumeur bénigne qui, dans son cas, doit être retirée. Il se fait donc opérer, mais n'en ressort pas indemne. 3 mois après l'intervention, je suis resté avec la moitié du visage du côté gauche sans sensibilité. Donc je n'ai plus de sensibilité de ce côté. Si vous me pincez, je ne le sens pas. Et c'est surtout l'œil, où j'ai eu, comment on dit, un ulcère. C'était une douleur insupportable. Excusez-moi du terme, mais c'était vraiment quelque chose à se suicider parce que je n'en pouvais plus. Ne pouvant plus travailler, il se bat en justice pour obtenir une rente d'invalidité. Le tribunal tranche en sa faveur.
Dans le cas de ma maladie, la sentence de la Cour d'appel et de la Cour de cassation dit que l'unique cause sont les ondes électromagnétiques. Cette reconnaissance par la justice est une première. Innocente reçoit une rente d'invalidité à 80%, mais il se retrouve aujourd'hui sur la touche. Le plus grand problème que j'ai eu avec cette mésaventure, c'est que cela a changé radicalement ma vie. Mon travail, ma profession me plaisaient énormément. Parce que, à part l'aspect financier, etc., c'était aussi découvrir le monde, parler aux gens. J'avais sous mes ordres 400 personnes et je n'ai jamais eu aucun problème. Encore aujourd'hui, après 14 ans, ils viennent me voir, ils me saluent. Je n'ai plus la satisfaction de travailler. Moi, je vois le travail comme une réalisation de soi-même. En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, classe les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, du sans-fil et du Wi-Fi comme des cancérigènes possibles. Une des études les plus récentes sur le cancer a été commanditée par le gouvernement américain à travers son programme toxicologique national. Le but, étudier des rats et des souris soumis au rayonnement de la téléphonie mobile de manière continue sur 2 ans. Nous avons contacté Ron Melnick, la personne qui a conçu le programme de